Philippe. Bonjour Clément. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu en matière de commerce et de coopération internationale, la fin du multilatéralisme. On parle souvent d'un monde de plus en plus fragmenté, où la coopération internationale s'affaiblit, où le bilatéralisme et le protectionnisme semblent s'imposer. Peux-tu nous éclairer sur les raisons principales de ce changement et sur ce que cela signifie vraiment pour notre monde interconnecté? Oui, mais avant tout cela, il faut discuter de ce qui a existé. De quel monde on parle auparavant. On avait un monde où tout le monde suivait des règles identiques. Ça a été vrai aux États-Unis et en Europe, puis ça s'est élargi à l'Europe de l'Est, à l'Asie, et puis plus récemment à la Chine, au début des années 2000. Et d'un seul coup, tout le monde fonctionnait avec les mêmes règles. Et ça a permis d'avoir une dynamique coopérative et plutôt coordonnée. Alors les États-Unis avaient un rôle particulier dans cet environnement, puisqu'ils étaient garants du bon fonctionnement de ces règles. Ils apportaient des biens publics internationaux, le dollar, la dynamique des marchés financiers, tout ça était essentiel pour que tout cet ensemble fonctionne. Et ça a bien fonctionné, le commerce mondial a vraiment progressé et le monde s'est développé très rapidement, notamment depuis une vingtaine d'années. Là où les règles changent, et ce qui est aujourd'hui notre souci de préoccupation, c'est que les Chinois, qui étaient très en retard en 2001, ont beaucoup investi, ont bénéficié de transferts de technologies considérables, ont beaucoup éduqué leur population. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Chinois sont concurrents des produits américains sur le plan technologique. Et ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils considèrent qu'ils ont leur propre dynamique à développer. Mais on voit bien que dans un monde à deux leaders, ça ne marche pas. La coopération ne fonctionne pas. Tout le monde va vouloir développer ses propres règles. Les Chinois d'un côté, les Américains de l'autre. Et donc, le monde coopératif dans lequel on était ne fonctionne plus de la même façon. Et dans le même temps, on voit, notamment depuis le premier mandat de Donald Trump, que les Américains sont de plus en plus isolationnistes dans leur stratégie. Ils ne souhaitent plus respecter ces règles bilatérales. Ils ne souhaitent plus nécessairement que le dollar soit le bien public international. Ils ne veulent plus être le prêteur en dernier ressort en cas de choc sur l'activité. Et donc on a deux positions qui apparaissent irréconciliables avec les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre. Et donc le multilatéralisme, qui avait fait la force de la croissance depuis 60 ans, est en train de se dissiper et de s'étioler. En tenant compte de cette dynamique, quel impact cela a-t-il spécifiquement sur la France et l'Europe? Comment notre pays et notre continent se positionnent-ils face à ce nouveau paysage mondial? Dans les discussions qui peuvent exister sur la dynamique globale, l'Europe est un peu absente. On a d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis, et l'Europe s'interroge sur la façon dont elle pourrait continuer d'exister. C'est le fameux propos de Mario Draghi qui, il y a quelque temps, disait « On est un marché de 450 millions de personnes, on pensait que l'économie était suffisante pour exister, on s'aperçoit que la géopolitique est une nécessité absolue pour nous, et on ne sait pas faire. » Et donc l'Europe doit se réinventer, doit s'affirmer dans ce nouvel environnement. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et bien d'autres pays européens doivent trouver et se donner les moyens d'innover, de faire entendre leur voix pour qu'effectivement ils soient crédibles à l'échelle internationale et se fassent une place entre les Chinois et les États-Unis. Sinon, le risque est un risque de vassalisation de l'Europe, probablement par les États-Unis. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut souhaiter. Donc, au-delà de la géopolitique, comment la fin du multilatéralisme pourrait-elle affecter concrètement l'économie mondiale et les marchés financiers? À quoi faut-il s'attendre? Il y a deux choses. Quand tout le monde suit les mêmes règles, qu'on travaille avec la Belgique ou le Brésil, c'est la même chose d'une certaine manière. Et donc, on fait des économies d'échelle terribles. Quand les règles ne sont pas les mêmes en travaillant avec la Belgique ou avec le Brésil, eh bien d'un seul coup, les coûts associés sont plus importants. Et donc les flux et la dynamique des échanges est plus réduite. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect est que si effectivement on a d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis,
Est-ce que les dynamiques seront exactement les mêmes? Est-ce que les incitations pour les Chinois d'utiliser le dollar seront aussi fortes? Et dans ce cas-là, comment on réfléchit à cette question? Si le dollar n'est plus le bien public international qu'il a été depuis 1944, est-ce que les États-Unis ont intérêt à être le prêteur en dernier ressort? Pas sûr. Et donc, on rentre dans une zone assez grise, assez floue aujourd'hui, et c'est la conséquence de la fin du suivi des règles telles qu'on les connaissait. Et pour les investisseurs, qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les signaux à surveiller dans ce contexte? Les investisseurs vont devoir être extrêmement agiles, parce qu'on voit bien que les choses changent, on voit bien que les situations, les équilibres économiques, géopolitiques, politiques sont en train de changer, et les préoccupations des investisseurs vont suivre ces éléments. Que se passe-t-il si en Chine, on développe une nouvelle monnaie qui pourrait être à terme concurrente du dollar? Comment les choses vont se mettre en place? Et là, on n'a pas beaucoup d'idées claires sur ces questions. Donc il va falloir, quand on est investisseur, il faut suivre les choses au jour le jour. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de situation déjà écrite et une sorte de façon de faire dans ce nouvel environnement. On le découvre jour après jour. On voit bien que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on voit bien que les choses évoluent très vite. Sur le plan politique aux États-Unis, sur le plan de la stratégie économique en Chine, où les Chinois ne veulent plus dépendre du tout des États-Unis. Donc on a des choses qui changent très vite, et de façon très, très intense. Et l'investisseur doit être au courant de tout ça, doit se tenir au courant. Il n'y a pas de bréviaire sur lesquelles on pourrait lire ce qui est écrit. Si on résume, la fin du multilatéralisme, ce n'est donc pas qu'un sujet diplomatique. C'est aussi un facteur durable de ralentissement de la croissance, des marchés plus fragmentés et un monde plus complexe pour les investisseurs. Quel message clé souhaites-tu que nos spectateurs retiennent? Je crois qu'on doit trouver de nouvelles façons de réfléchir, parce que le cadre qu'on avait, qui était très confortable, n'est plus celui qu'on aura demain. Et donc à chacun de nous, qu'on soit économiste, qu'on soit investisseur, qu'on soit analyste, qu'on soit gérant, à nous de penser que le monde sera différent et de se mettre en position face à cela. Se dire, restons suffisamment agiles, informons-nous pour que effectivement on ne soit pas surpris par les développements. C'est ça l'enjeu. Et on ne peut plus se laisser porter par l'environnement. Il faut qu'on soit dans l'environnement. Et c'est ça le plus compliqué pour les semaines, les mois et les années qui viennent. Et c'est une leçon pour tout le monde, quel que soit notre métier, quelle que soit notre position dans la société, le monde change radicalement. Et c'est ça qui est à la fois fascinant, mais aussi très inquiétant. Merci Philippe, et à bientôt pour un nouveau décryptage par Ostrom Asset Management. Merci.